Chers amis landais, vous savez combien je suis toujours heureux de me retrouver parmi vous. Je ne résiste jamais à l'appel de la terre d'Athènes, et j'y résiste encore moins quand il est lancé par Pascal Requena, naturellement. Vous avez toutefois noté que l'aventure que nous avons eue ensemble est tout à fait convenable. Parce que nous avons pu la raconter devant nos conjoints, enfin Isabelle m'écoute aussi de loin. Je suis heureux de retrouver ici des amis de longue date, et puis les nouveaux maires, les nouveaux conseillers départementaux de la cuvée 2014-2015 qui nous a donné ici dans ce département des Landes tellement de satisfaction, je crois qu'on peut à nouveau les applaudir. Merci, monsieur le maire d'Agenbeau, de nous accueillir dans votre jolie ville. Nous avons été élus maires le même jour, le 18 juin 1995. Un 18 juin, on compte, c'est une date symbolique. Et je suis très admiratif de ce qu'a fait Serge ici, dans cette ville au cœur de Chalosse, ville fleurie, ville sportive, ville gastronomique, mais aussi ville travailleuse. J'ai rassemblé quelques souvenirs de latin en regardant les armes de Agenbeau. Il est écrit dessus « Labore crescit ». Elle grandit par le travail. Je crois que c'est tout un programme, et ce programme a été réalisé puisque le sinistre que l'industrie d'Agenbeau a connu dans les années passées, eh bien, il a été surmonté grâce notamment au dynamisme de Serge Lansaban, et je crois qu'on peut l'en remercier et l'en applaudir. Merci aussi à Geneviève Dariussec d'être parmi nous. Merci de tout le travail qu'elle fait, non seulement dans la capitale des Landes, mais aussi sur l'ensemble du département, puisqu'elle a animé cette reconquête départementale qui a failli faire basculer la majorité. Elle a à nouveau renforcé ses positions sur le terrain. Et puis je dois dire que la conception qu'elle se fait de la politique est proche de la mienne. C'est vrai que les responsables politiques ont un rôle à jouer, et c'est vrai aussi qu'ils doivent rester modestes et à leur place, et ça n'est pas l'exemple que nous donne, hélas, le Parti Socialiste ici dans ce département. Vous l'avez déjà fait reculer au municipal, fait reculer au départemental, vous allez l'éliminer au régional. Le contexte national est certes difficile, et bien sûr, j'ai moi aussi une pensée pour ces 130 morts, massacrés dans des conditions barbares, au cœur même de Paris. J'étais hier à Marmande, avec Virginie Calmens, et la ville de Marmande a été endeuillée, puisque un de ses enfants est mort au Bataclan. Tant de blessés aussi. J'étais également hier à Bordeaux, et je recevais les nouveaux arrivants dans la ville, et parmi eux, il y avait un artiste dont les deux bras étaient sous les bandes, puisqu'il a été blessé lui aussi au Bataclan, et il m'a raconté le cauchemar qu'il a vécu tout en réussissant à s'enfuir. Et puis tous ces jeunes qui s'étaient réunis tout simplement pour partager un moment de fête, la musique qui les unit tous, à travers toutes leurs différences, qui ont été eux aussi tout à fait traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Alors, nous leur devons à tous solidarité et en même temps détermination farouche dans le combat que nous allons mener contre cette peste terroriste. L'unité de la nation est plus nécessaire que jamais pour gagner ce combat, et nous le gagnerons. Nous avons dans 15 jours un grand rendez-vous démocratique. Dans 15 jours, jour pour jour. Premier tour des élections régionales, et notre devoir, c'est aussi de livrer ce combat. Puisque dans une démocratie, quand on demande aux citoyens d'aller voter, eh bien c'est un moment capital. Il nous faut donc mobiliser nos électeurs, et c'est la raison pour laquelle j'essaye d'apporter le plus souvent possible, à Limoges, à Poitiers, à Marmande, on va faire la liste, à Bordeaux, naturellement, mon soutien à Virginie Calmens, qu'on peut à nouveau encourager et féliciter pour la magnifique campagne qu'elle développe depuis tous les mois. Je
fait connaissance de Virginie il n'y a pas si longtemps, il y a moins de 2 ans, je ne la connaissais pas, des amis communs nous ont présenté et je me suis dit tout de suite, là, il y a une pépite qu'il ne faut pas laisser échapper. Et je peux vous dire que je n'ai pas été déçu depuis. Elle m'apporte son soutien dans l'équipe municipale de Bordeaux, puisqu'elle est mon adjointe en charge du développement économique, et Dieu sait si c'est une tâche importante. J'ai pu mesurer très rapidement d'abord sa capacité de travail. C'est une bosseuse. Ensuite, sa capacité d'organisation. Elle est très familière de tous ces machins, elle en a dans les oreilles, des écrans, elle est toujours sur l'écran, elle travaille 24 heures sur 24 sans doute. Et puis aussi de son sens du contact, ce n'était pas évident. Quand on a fait carrière dans l'entreprise privée, on n'est pas toujours particulièrement prédisposé à faire les marchés, aller sonner chez les commerçants. Elle le fait avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de tact. Et puis elle a su rassembler toutes les formations de la droite et du centre et la société civile. Elle a veillé à une exacte parité, non seulement dans la composition des listes, ça c'est la loi, mais aussi dans le choix des têtes de liste. Il n'y a pas beaucoup de régions où il y a exactement autant de têtes de liste femmes que de têtes de liste hommes. Et elle a constitué des listes de grande qualité. C'est, comme l'a dit Geneviève tout à l'heure, toujours très difficile de faire une liste municipale ou régionale. C'est un exercice qui consiste à faire rentrer 3 litres d'eau dans une bouteille d'1 litre. Il y a beaucoup de candidats de grande qualité, qui ont tous énormément de titres à figurer sur la liste, il faut bien choisir. Et Virginie a su choisir, tout particulièrement ici, dans les Landes, et je voudrais bien sûr dire à Pascal Requena tout mon soutien et toute mon admiration pour la campagne qu'elle mène aussi avec énergie et ses invités. Elle a plein de cordes à son arc, elle est mère de famille, c'est une lourde charge. Elle a des activités professionnelles qui l'ont mise en contact avec la réalité sociale de notre pays. Elle est élue, premier adjoint au maire d'Agenbeau et vice-président de la communauté de communes. Bref, je suis sûr qu'elle va, dans les 15 jours qui viennent, donner à cette campagne tous les noms qu'elle mérite, comme elle le fait depuis des jours et des jours. Et puis, je voudrais saluer ses colistiers qui sont là. On vous les a présentés tout à l'heure. J'aurai une mention particulière pour le dernier, Alain Dudon. C'est bien d'accepter d'être le dernier. C'est un siège tout à fait symbolique pour pousser la liste. Et donc, je vous souhaite à toutes et à tous une brillante élection. Virginie a su aussi définir un projet pour la Grande Aquitaine. Elle va vous l'exposer tout à l'heure et je lui laisserai donc le soin de le détailler. Je voudrais juste faire sur l'élection régionale elle-même 2 brèves remarques. Quelques brèves remarques. J'ai beaucoup tourné là, depuis quelques mois, je crois que je suis allé dans les 13 nouvelles grandes régions, à l'exception de vous 2 peut-être. Je serai bientôt dans le centre, il me reste aussi l'Alsace à faire, et partout. J'ai fait la même constatation, puisque vous le savez, toutes les anciennes régions, à l'exception de l'Alsace précisément, sont dirigées par des équipes socialistes. Toutes. Eh bien, on fait partout la même constatation, une gestion clientéliste et dispendieuse, l'inflation des effectifs fonctionnaires territoriaux, partout, on recrute, à tour de bras, avec des taux d'absentéisme records, et puis de graves lacunes dans les politiques régionales, en particulier dans une des responsabilités majeures de la région, qui est la formation. Rendez-vous compte qu'à peu près partout, et c'est vrai en Aquitaine, le nombre d'apprentis a baissé en 2014 et en 2015 parce que les régions se sont désengagées de ce qui devrait être pourtant une des filières d'excellence de la formation de nos jeunes. Ces critiques, on pourrait les cibler particulièrement sur l'Aquitaine, bien sûr, avec des choix contestables. Virginie nous en parlera tout à l'heure. Sachez que dans le contrat de plan État-région qui vient d'être signé, il y a 0 € pour les travaux routiers dans notre région. Tout simplement parce que les Verts n'aiment pas ça. Et que M. Rousset est obligé de temps en temps de faire une concession pour préserver sa majorité. Il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, peut-être à vous aussi quand vous venez à Bordeaux, c'est la rocade. La roule pas trop, voilà, je vois. Et oui, donc il est urgentissime de la mettre à 2 fois 3 voies parce que ça ne concerne pas que les Bordelais. C'est un axe nord-sud, tous les camions qui filent vers l'A63 et ensuite vers Anda, ils passent. Eh bien,
le contrat de plan État-région, je suis bataillé pour ça, prévoit l'achèvement de la mise à 2 fois 3 voies de la rocade, mais financé comment? 50% l'État, 50% Bordeaux Métropole, la région, zéro. J'ai fait la constatation avec Virginie Calmels, partout ailleurs, il y a des besoins extrêmement importants en termes d'infrastructures routières, mais la région s'en désintéresse. Comme elle s'est désintéressée durant toute cette période de l'artisanat et du commerce, ou des toutes petites entreprises, qui sont pourtant les premiers employeurs de la région. L'emploi dans la région, les créations d'emplois, ce n'est pas les grandes entreprises comme Dassault et Thales, même si on en a évidemment besoin, même si ce sont des locomotives, ce sont les toutes petites entreprises et les PME, et la région ne s'y est pas intéressée. On nous dit toujours que le social, c'est le monopole des socialistes. Il y a bien longtemps que cette fadaise a évidemment été démentie par la réalité, mais on a encore l'exemple avec ce contrat de plan État-région dont je vous parlais. Vous savez que la région draine des crédits européens, c'est ce qu'on appelle le FEDER, et dans ces crédits européens, une partie sont consacrés aux quartiers sensibles dans les agglomérations de notre région, pour les aider à se développer. Dieu sait si c'est important, j'y reviendrai. Si on veut éviter que la jeunesse de ces quartiers ne bascule, hélas, dans la radicalisation, il faut être présent dans ces quartiers. Eh bien, dans les autres régions, qu'est-ce qui se passe? Pour la métropole de Lille, la région apporte, au titre de ses quartiers sensibles, 39 millions. À Marseille, 11 millions et demi. À Rennes, 19. À Nantes, 23. À Bordeaux, 2,5. Voilà la politique sociale de la région Aquitaine, et je pourrais allonger la liste. Il est donc impératif de changer la gouvernance ou le gouvernement de cette région, et je fais confiance bien sûr à Virginie Calmels pour lui redonner l'élan qu'elle mérite. J'ajouterai juste 2 remarques qui seront les principes qui pour moi doivent être appliqués dans cette vie des régions. D'abord, la solidarité et le partenariat. Trop souvent, on oppose dans les régions les grandes métropoles et puis l'espace rural. Et je sais que c'est un souci qui existe ici, dans notre Aquitaine, et a fortiori dans l'Aquitaine élargie, à Poitou-Charentes et au Limousin. On dit, est-ce que Bordeaux va tout manger? Est-ce que Bordeaux n'a pas un appétit insatiable? Est-ce qu'on ne va pas désertifier le reste du territoire? C'est absurde. Nous sommes évidemment solidaires. Est-ce que vous pensez que vous y gagneriez si Bordeaux était une ville en déclin? Si la belle endormie ne s'était pas réveillée? Elle s'est réveillée. Elle est aujourd'hui devenue l'une des villes les plus attractives de France. En général, je marque une pause à ce moment-là en disant en réalité la plus attractive de France. Après Paris. Et c'est tout bénéfice pour tout le monde. C'est bénéfice pour l'ensemble du territoire, c'est bénéfice pour l'ensemble de la Gironde, c'est bénéfice pour l'ensemble, évidemment, de la région. Je prends un seul exemple, le tourisme. Il y avait 2 millions de touristes à Bordeaux en l'an 2000, il y en a 6 millions cette année. Ils ne restent pas à Bordeaux, ils vont sur le bassin d'Arcachon, ils vont dans le Périgord, ils vont à Cognac, ils vont au Pays Basque, ils vont sur la côte landaise. Et donc il faut jouer à fond cette synergie entre les grandes agglomérations, les villes moyennes et évidemment les espaces ruraux. Bon, je le sais, parfois on estime qu'ils ont été un peu abandonnés, ils sont un peu en désarroi. Il faudra avoir une vraie politique régionale d'aménagement du territoire qui concrétise cette solidarité entre les territoires. Je sais que c'est l'intention de Virginie. Et puis, deuxième engagement sur cette politique territoriale, un peu de stabilité. Nos collectivités, là je m'adresse aux élus qui sont ici, il y en a pas mal, élus municipaux, maires, élus départementaux aussi, ça change tout le temps. Les règles changent tout le temps. On découpe, on redécoupe. On a découpé il y a 2 ou 3 ans les intercommunalités, on recommence à nouveau. On nous coupe les crédits. Et puis on dit que c'est pas fini. On nous colle des charges supplémentaires au moment même où on nous diminue nos dotations, on nous demande de faire des dépenses supplémentaires non financées. Eh bien, il faut que ça s'arrête. Moi, je m'engagerai à ce qu'il y ait un véritable contrat de stabilité entre l'État et les collectivités territoriales pour qu'elles sachent quelle est la règle du jeu pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et que ça ne change pas en permanence. Il faudra aussi, dans cette règle du jeu, mettre de la souplesse, mettre du volontariat. Et je proposerai, par exemple, que les communes ou les intercommunalités
qui estiment que la réforme des rythmes scolaires n'a rien apporté à nos enfants puissent l'abandonner et revenir au système. Voilà comment il faudra demain gérer nos collectivités territoriales et tout particulièrement notre grande région. J'ai demandé en confidence à Virginie si elle pouvait me révéler le nom de la future grande région. Je laisse planer le suspense. Mais c'est une femme qui écoute. Tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'il fallait écouter. Elle écoute, et donc avant de choisir, elle consultera les Aquitains, les Limousins, les Jaunes, les Pictos, Charentais, voilà, plutôt Charentais, je un peu de mal, Poitou-Charentes. Moi j'avais une petite idée, mais elle n'est pas très républicaine et pas très démocratique. Si Virginie gagne, on aurait pu appeler ça le duché d'Aliénor. C'est pas une boutade parce que les limites de la nouvelle région sont à peu près les limites du duché d'Aliénor. La capitale de ce duché, c'était pas Bordeaux, c'était Poitiers. Et Limoges jouait un rôle très important. Enfin, on va pas revenir à l'arrière. Un mot, si vous le voulez bien, encore du contexte national, parce que ces élections régionales seront l'occasion, bien sûr, comme toujours, lorsqu'on fait appel au peuple, seront l'occasion pour les Françaises et les Français de dire ce qu'ils pensent de la façon dont ils sont gouvernés aujourd'hui. Bien sûr, face à la menace terroriste, qui est forte, très forte, qui est extrême, pas simplement chez nous, chez nos voisins, je crois que Bruxelles est en état d'urgence aujourd'hui même, eh bien, il faut évidemment que les Français se serrent les coudes, qu'ils fassent bloc. On est en guerre, et c'est une forte guerre. Nous ne l'avons pas voulu, nous ne l'avons pas déclaré, c'est l'État islamique qui nous l'a déclaré. Eh bien, quand on est en guerre, il faut se serrer les coudes, je l'ai dit, il faut faire prévaloir l'unité des Françaises et des Français dans la dignité. C'est ce que j'ai essayé de faire depuis 10 ou 15 jours dans chacune de mes interventions publiques, à la radio ou à la télévision, en évitant les querelles partisanes et les récupérations politiciennes. Ces récupérations politiciennes, elles viennent de tous les côtés d'ailleurs. Il ne faut pas nous faire non plus le coup du gouvernement de l'Union nationale. On ne va pas se retrouver au gouvernement avec un parti socialiste dont nous ne partageons pas les orientations politiques. Et je le dis tout clair, en 2017, si je gagne les primaires, ou plus exactement quand j'aurai gagné les primaires, je proposerai une autre politique économique, pour redonner de l'oxygène à tous ceux qui en France ont envie de travailler, d'entreprendre et de créer, et qui sont aujourd'hui asphyxiés par un carcan réglementaire et fiscal qui les empêche de prendre les initiatives qu'ils voudraient prendre. Il faudra par exemple renoncer à ce boulet des 35 heures, qui est une vieille pattern du passé, pour laisser la possibilité aux entreprises de négocier elles-mêmes le temps de travail. Il faudra aussi revoir le code du travail. Combien de chefs d'entreprise, je ne parle pas des grands, du CAC 40, je parle des PME qui me disent on pourrait embaucher aujourd'hui. On a des bonnes perspectives. Mais si demain la conjoncture se retourne et qu'on était là obligé de licencier, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, on ne sait pas combien ça va nous coûter, résultat on n'embauche pas. Et il faut faire sauter ce verrou et je ferai des propositions en ce sens. Je proposerai une autre politique fiscale. Il faut arrêter de matraquer fiscalement les Françaises et les Français. Il faut réorienter l'épargne des Français, qui est importante. C'est un pays qui épargne beaucoup. Il y a beaucoup d'argent en France. Il y a beaucoup de pauvres, c'est vrai. 14% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Il faut s'en occuper sérieusement. Mais il y a aussi beaucoup d'argent qui parfois va s'investir ailleurs, à l'étranger. Il faut le ramener chez nous et faire en sorte qu'il puisse s'investir dans nos petites et moyennes entreprises. Je proposerai une autre politique pénale, une autre politique de la justice. Je n'ai rien contre la personne de Mme Taubira. Je ne m'attaque pas aux personnes. En revanche, je m'attaque à sa politique, qui est désastreuse, qu'on pourrait résumer en une formule à peine excessive. Comme il n'y a plus de place dans les prisons, je ne mets plus les gens en prison. Voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et on en voit le résultat, évidemment, catastrophique. Il faut changer complètement de pied et se donner les moyens d'une sanction pénale effective. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 70% des peines prononcées ne sont pas exécutées comme elles ont été prononcées. C'est-à-dire qu'elles sont réduites et limitées. Eh bien, il faut absolument changer le cadre de cette politique si on veut rétablir la sécurité dans notre pays. Je proposerai une autre politique de santé. Le tiers payant obligatoire, c'est une bêtise.
D'abord, ça n'était pas une nécessité sociale, ceux qui ne peuvent pas payer, ils ont des gens, la CMU par exemple, et en revanche, ça va créer pour les médecins des tracasseries administratives supplémentaires, et puis tout ce qui est gratuit et gaspillé, même le téléphone d'ailleurs. Non, c'est pas gratuit. Je suis indulgent, mais en plus c'est le téléphone de ma soeur, la grande, parce que j'ai mes deux sœurs, la grande, la petite. Elle m'avait fait promettre de ne pas le dire, parce qu'elle va être discrète, et bien il ne fallait pas faire sonner le téléphone. Voilà. Je proposerai aussi une autre politique d'éducation, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je ne veux pas être trop long sur ces sujets. C'est un véritable scandale de voir aujourd'hui comment nous abandonnons ce qui devrait être une filière d'excellence pour nos jeunes, c'est-à-dire l'alternance et l'apprentissage. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? M. Rousset donne le bac à 81 ans. Non, ça, en tout cas, je confirme. Hein. En matière d'autosatisfaction, bien c'est le coucou, hein, il se fait partout et l'université c'est lui. Hein. Il oublie que c'est l'État qui paye les profs, hein, et ainsi de suite. Quant au fait là, que quand on a été battu, il ne faut pas se représenter, vous lui rappellerez qu'en 2008, je lui ai fichu quand même une sacrée claque aux élections municipales. Ça arrive à tout le monde d'être battu, c'est la loi démocratique, n'est-ce pas? Ça m'est arrivé à moi aussi. Après, on ressollicite la confiance de ses concitoyens. Donc je disais notre politique d'éducation. Voilà ce qu'il faudra préparer pour 2017, et il n'est donc pas question aujourd'hui, quelle que soit notre volonté d'unité, de nous laisser piéger par quelques manœuvres politiciennes du pouvoir en place. Nous aurons à nous battre sur un autre front, sans jeu de mots, le Front National. Déjà, le 6 et le 13 décembre prochain. Je vous invite à essayer d'ouvrir les yeux de nos concitoyens qui se laissent tenter par ce vote. Et je sais qu'il y en a beaucoup, dans beaucoup de secteurs qui sont un peu en désarroi ou en recherche. Parce que le projet du Front National, c'est un mélange de gauchisme mal digéré. La retraite à 60 ans, une augmentation rapide et massive du SMIC, tout ça pour pomper l'électorat de gauche. Et en même temps une espèce d'obsession anti-européenne, alors que, quels que soient les défauts de l'Europe ou ses défaillances, et j'y reviendrai, nous ne nous en tirerons pas sans solidarité européenne. Puis le Front National, c'est le mensonge permanent. Il y a un mensonge qui circule depuis des mois et des mois sur Twitter et sur Facebook, et qui m'est particulièrement destiné. Il paraît que j'ai construit à Bordeaux la plus grande mosquée de France. Alors j'offre à qui veut un billet de train pour venir la visiter. S'il la trouve, il faudra m'y amener, parce qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Moi, je n'aime pas beaucoup cette façon de se battre en politique en distillant le mensonge. Dans l'immédiat, il est vrai qu'il faut serrer les rangs. Et j'y reviens pour conclure. Face à la guerre qui nous est lancée, nous devons évidemment mobiliser toute notre énergie sur le territoire national, d'abord. Les décisions ont été annoncées dans le cadre de l'état d'urgence. J'en discutais avec le préfet de la Gironde tout récemment. Il y a des perquisitions, il y a des assignations à résidence. Il aurait peut-être mieux valu commencer avant. Enfin, on ne va pas ressasser le passé, projetons-nous sur l'avenir. Et puis surtout, soyons vigilants, parce qu'il ne suffit pas de faire des annonces maintenant. Il faut des résultats. Il faudra aller aux résultats dans les mois qui viennent. On nous dit par exemple qu'on va recruter 8500 nouveaux agents dans la police, dans la gendarmerie, dans la justice, dans la pénitentiaire, dans les douanes. J'ai interrogé, ne mettre aucun haut fonctionnaire en cause là-dessus, enfin des gens qui savent et qui me disent qu'il faudra 2 ans. Donc il ne suffit pas de nous dire comme ça à la télé 10 500 pour nous faire croire que tout va s'arranger. Il faudra 2 ans pour les recruter, pour les former. Dans l'immédiat, moi j'ai proposé peut-être d'autres solutions. D'abord, un constat qui a été fait, je crois, par la Cour des comptes. Le temps de travail des gendarmes et des policiers se répartit à peu près de la manière suivante. 2 tiers pour les procédures et la paperasse. 1 tiers sur le terrain, pour la présence policière effective. Il faut changer cette proportion en simplifiant drastiquement les procédures pénales, et puis peut-être en embauchant des personnels civils pour faire les tâches civiles, les tâches administratives, veux-je dire, qui n'ont pas le même statut que les policiers ou les gendarmes. Donc il y a des solutions plus efficaces et plus rapides qu'il faut mettre en œuvre rapidement. Et puis le renseignement. Le renseignement, c'est absolument fondamental.
nous sommes tous choqués, il faut bien le dire, de voir un certain nombre de terroristes déclarés en puissance passer à travers les mailles du filet. Donc il faut améliorer le renseignement, et en particulier le renseignement au plus proche du terrain, ce qu'on appelle le renseignement territorial, ce que fait la gendarmerie, qui a en charge la grande majorité du territoire national, peut-être même en mobilisant les élus et les citoyens. Ce n'est pas de la délation que d'appeler l'attention des pouvoirs publics sur des comportements qui peuvent être des comportements à risque. Nous devons tous nous mobiliser pour faire échec à ce fléau que constitue la radicalisation et le terrorisme. Nous mobiliser aussi et agir sur les territoires extérieurs. Je voudrais, à propos de ce qui se passe au Proche-Orient ou au Sahel, en profiter pour tirer un coup de chapeau à nos militaires. On a des militaires extraordinaires, bien formés, professionnels, courageux, totalement dévoués à la nation. Nous leur devons les moyens d'assumer les missions que nous leur confions, et c'est la raison pour laquelle il faut arrêter de tailler dans les crédits du budget de la défense si nous voulons que la France ait encore les moyens de se défendre sur son territoire et là où elle est menacée. Nous ne comprends pas, la lutte sera longue. On ne va pas la gagner en 15 jours ou en un mois, parce que la menace est profonde et durable. Il faut d'abord que l'Europe se réveille. On a tout lieu d'être un peu découragé par le spectacle que donne l'Europe, qui a été incapable en particulier de faire face à la crise migratoire qui était pourtant prévisible. Nous sommes bordés à dire, nos responsables européens se sont bordés à dire comment mieux accueillir ceux qui arrivent. Ok, quand il y a des enfants qui se noient dans la Méditerranée, il viendra à l'esprit de personne de ne pas les sauver, naturellement. Mais il faut en même temps, parce qu'on est stable que sur 2 pieds, mettre en place un véritable contrôle à nos frontières pour éviter que ce flux ne s'aggrave, parce que nous serons incapables d'accueillir toute la misère du monde, naturellement, l'Europe ou la France. Eh bien, il faut harmoniser nos politiques d'asile et d'immigration. Il faut enfin, enfin, mettre aux frontières de l'Europe une police européenne des frontières. Il faut mettre en place ce système que les Américains pratiquent depuis longtemps, qu'on appelle le PNR, c'est-à-dire l'enregistrement des passagers sur les compagnies aériennes dès le départ du vol, pour qu'on puisse savoir qui arrive sur notre territoire. C'est le Parlement européen aujourd'hui qui s'y oppose. Et puis il faut des vraies politiques de réadmission. Qu'est-ce que c'est une politique de réadmission? Aujourd'hui, il faut savoir que la majorité des migrants qui arrivent, je ne parle pas des réfugiés syriens, ils viennent des pays des Balkans, ils viennent du Kosovo, ils viennent d'Albanie, ils viennent même de certains pays de l'Union européenne, comme la Roumanie et la Bulgarie. Nous donnons beaucoup d'argent à ces pays pour qu'ils se développent. Il faut maintenant conditionner notre aide et leur dire, d'abord, vous allez assurer à vos ressortissants des conditions de vie dignes chez eux, parce que tout le monde préfère rester chez soi que de partir. Et puis, quand nous ne pouvons pas garder des ressortissants à vous qui sont arrivés chez nous dans des conditions illégales, vous devez les reprendre. C'est ça la réadmission, il faut reprendre une politique rigoureuse, alors qu'aujourd'hui, les obligations de quitter le territoire français sont exécutées à moins de 20%. 80% de migrants en situation irrégulière qui devraient partir restent en réalité sur notre sol. Il faut absolument une politique différente. À une femme tout à fait extraordinaire qui s'appelle Latifa El-Diaten, c'est la mère du soldat qui a été assassiné par Mohamed Merah à Montauban en 2012, mars 2012, avril 2012. Eh bien, elle aurait pu tomber dans la colère ou la haine. Elle a entrepris au contraire d'aller porter la bonne parole dans les écoles, les collèges, les lycées, les prisons, pour dire la solution, c'est pas la haine. La solution, c'est le dialogue, c'est le respect mutuel, c'est la tolérance, quelle que soit la religion de celui qui est concerné. Et je lui demandais comment ça se passe quand vous parlez dans les écoles de tout ça, quand vous portez cette bonne parole. Elle me dit c'est difficile. C'est difficile. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont complètement intoxiqués, soit par leur milieu familial, soit par Internet. On leur explique que tout ça n'est pas vrai, que c'est un complot des Juifs ou des Américains, tout ce qu'on voudra. Il faut que nous nous battions dès l'école sur tous ces sujets-là, en traquant aussi les sites de radicalisation sur Internet, et puis en surveillant ce qui se dit dans les salles de prière. Moi je préconise qu'on exige des imams, dont beaucoup viennent de l'extérieur, la présentation d'un diplôme universitaire d'instruction civique. Il faut qu'ils sachent ce que c'est que la laïcité, ce que c'est que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce que c'est que la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, qu'ils sont tenus de respecter, puisque la laïcité c'est cela, c'est la reconnaissance de toutes les religions.
religions, et c'est le respect par toutes les religions des règles de la République, et là-dessus, il ne faut pas transiger. Voilà, chers amis, ce qui nous attend, ça ne sera pas facile. Je continue à penser que l'objectif doit être de vivre ensemble, tous, quelles que soient nos origines, nous ne sommes pas tous pareils. Nous n'avons pas même les mêmes origines, pas la même religion, pas la même couleur de peau, pas la même sensibilité politique, et pourtant, nous formons une nation avec son identité. Ça ne peut marcher que si nous partageons un bien commun. Ce bien commun, je viens de le rappeler, ce sont les principes de la République. C'est aussi quelque chose de plus charnel, de plus affectif, qui ne s'écrit pas simplement dans les textes de loi ou dans les déclarations officielles, qui est l'amour de la patrie, qui est l'amour de la France. Il faut remettre à l'honneur le patriotisme dans notre pays. Et ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est de voir dans ces marches, dans ces manifestations qui ont eu lieu depuis la semaine dernière, jaillir tout d'un coup la Marseillaise, spontanément, a cappella, de la part de tous ceux qui sont là. Parce que, voilà, on s'est rendu compte que c'était autour de cela aussi que l'amour de la France doit se concrétiser et se développer. Alors, aimons, rassemblons. Les jours qui viennent, mes chers amis, sont décisifs. Le contexte n'est pas facile. Nous battons avec la plus grande énergie, tête de liste qui sont ici présentes. Il faut mobiliser nos électeurs. Et là, vous avez tous un rôle à jouer. Alors, mobilisation générale, si nous voulons que dans 15 jours, Virginie Calmès dirige la grande région Aquitaine, qu'elle baptisera d'un nom nouveau. Vive la future présidente de la région, vive notre région et vive la France!